Bonjour à tous et merci de nous suivre de partout dans le monde, d'où vous nous scrutez. Bienvenue à votre matinale du son, de l'image et de la bonne humeur. L'équipe du matin est au complet pour partager avec vous cet autre lundi. Et vous en doutez bien, à mes côtés, celui qui a ouvert les yeux à la même heure, Marco. Bonjour très cher. Bonjour Alix, comment ça va? Je vais très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous mesdames et messieurs. Nous sommes le lundi 29 octobre 2018. C'est le dernier lundi du mois d'octobre, mais le premier jour de cette nouvelle semaine que nous ouvrons ensemble. Le point de mire, vraiment le point d'orgue, et ce sera bien sûr la thématique emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de contrat de travail. Si vous avez votre contrat, vraiment tenez-le à proximité afin de le lire, le relire, parce que ce sera au centre de notre thématique. Mais avant d'en arriver là, c'est-à-dire aux alentours de 7h06, on aura parler d'énormément de choses. La preuve, Alix. Aujourd'hui, vous le disiez, nous sommes le 29 octobre et des événements se sont bien déroulés un 29 octobre sur cette planète. On va commencer à dérouler des anniversaires, c'est plus heureux. Alors, Robert Pires, c'est un footballeur. Il est né... Pires. Voilà, je ne suis pas foot, vous m'actualisez, c'est bien. Oui, oui. Il est né un 29 octobre 1973. On pourrait avoir l'illustration certainement pour mettre le visage sur ce grand footballeur, je m'en doute. Alors, un autre anniversaire, Marco? Un autre anniversaire, c'est l'actrice américaine Winona Ryder, donc, qui est née un 29 octobre 1971. Elle a joué dans de nombreux films. Elle a une filmographie assez féconde, Winona Ryder. Alors, on va toujours dérouler des anniversaires, c'est la joie. 29 octobre 1947, naquit Richard Dreyfuss, également acteur d'origine américaine, aussi très grand acteur qui aura figuré dans de nombreux films du 7e art. Et c'est pas tout. 29 octobre 1924, naissance d'une grande dame qui était aux côtés d'un grand président de la 6e puissance mondiale, Danielle Mitterrand, donc femme politique et épouse de l'ancien président François Mitterrand. Très, très connu ici en Côte d'Ivoire. Et on va terminer avec une autre actrice. La part belle leur est faite en ce 29 octobre 1947 également. Colline Serrault, actrice, réalisatrice et scénariste française, est née dans ce beau monde. Normalement, nous devrions avoir donc les illustrations de ces personnes afin que vous sachiez au moins de qui on parle. Mais bon, ce n'est que partie remise. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, Alix, de nombreux sujets. Paul Écou, au niveau donc de la spécialité des routes, viendra donc parler des infractions et sanctions en matière de circulation routière. On aura également la fameuse rubrique lundi motivation. Cette rubrique-là qui vous permet d'aborder la semaine ou le lundi avec beaucoup de sérénité. Et c'est pas tout. On aura également nos points de flash, le flash ivoire, le flash Afrique et bien sûr le flash inter en compagnie de notre très cher Hamza Diaby que vous avez pu remarquer sur ce plateau. Gabriel Zani, oui, c'est pas tout, absolument. Gabriel Zani sera notre invité, pardon, ce sera notre invité sur ce plateau, c'est vrai, mais elle à son tour aura un invité, c'est bien sûr Paul Armand Boui, troisième vice-président et porte-parole adjoint de l'EDS. L'EDS, c'est une plateforme de l'opposition. Vraiment, ce sera un invité qui viendra parler, discuter, débattre à bâton rompu, sans concession, avec Gabriel Zani. Madame, les Ivoiriens veulent savoir. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 6h40 en GMT, en direct et en intégralité sur Matin Bonheur. Matin Bonheur qui déploie ses ailes maintenant avec la première salve de l'information, le premier flash avec Hamza Diaby. Mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h. Le président de la République, vous allez le voir en image, le président est arrivé à Berlin hier dimanche à 18h50 heure locale, à 17h50 heure d'Abidjan. Le chef de l'État est donc à Berlin à l'invitation de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne pour participer à la conférence des investisseurs G20 Afrique. Et cette initiative appelée Compact with Africa a été lancée en 2017 par l'Allemagne lors de sa présidence du G20. Il s'agit de promouvoir les investissements privés en Afrique. Et à ce jour, 11 pays africains ont adhéré à ce programme qui ambitionne de mobiliser les investisseurs privés autour des projets structurants du continent. Je vous propose d'écouter le chef de l'État dès son arrivée à Berlin. Le président de la République Alassane Ouattara à Berlin pour participer au sommet économique G20 Afrique
autour du programme Compact with Africa qui vise à soutenir le développement du continent. Un contrat-programme qui veut accroître les investissements du secteur privé en créant les infrastructures nécessaires à une croissance soutenue en vue de réduire la pauvreté et augmenter les ressources des États africains. Il s'agit surtout de mobiliser les investissements privés autour des projets structurants. Nous sommes très heureux d'être en Allemagne à nouveau, à Berlin, pour la conférence du Compact pour l'Afrique, mise en œuvre par Madame la Chancelière à l'occasion du G20 présidé par l'Allemagne. C'est une occasion de voir de manière concrète les dispositions qui ont été prises et le financement en cours pour le développement de l'Afrique. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Compact a commencé déjà à être mise en œuvre dans le domaine de l'énergie solaire, ce qui est une très bonne chose pour nous. Donc je me réjouis d'être là. Je voudrais remercier Madame la Chancelière, mais également le Président de la République fédérale d'Allemagne et dire que nous sommes toujours très heureux de venir dans ce beau pays. L'initiative Compact with Africa a été lancée en 2017 par l'Allemagne lors de sa présidence du G20. Elle regroupe à ce jour 11 pays africains, des organisations internationales et des partenaires bilatéraux du G20. Cette conférence économique G20 Afrique va donc faire le point sur l'état d'avancement de l'initiative sur le partenariat Compact with Africa, suivi d'une table ronde des chefs d'État. La gouverneure générale du Canada a aussi quitté Abidjan. C'était hier dimanche au soir. La très honorable Julie Payette a achevé sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. La gouverneure du Canada s'est donc envolée pour le Nigeria, troisième étape de sa tournée africaine entamée au Burkina Faso le 24 octobre dernier. Et je rappelle que le séjour de Julie Payette en Côte d'Ivoire avait pour objectif le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Elle a eu plusieurs activités, notamment avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le séminaire atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement des sciences en Côte d'Ivoire a pris fin vendredi dernier, vendredi 26 octobre, au Centre national de matériel scientifique, ici même à Cocody, initié par le ministère en charge de l'éducation nationale. Ce séminaire atelier vise à rendre accessibles les sciences à tous pour faire face aux besoins économiques et à l'industrialisation du pays. On en parle avec notre reporter Pierre Dipomelin. Son reportage est dit par Rascando. Petit problème technique indépendant de notre volonté. Nous y reviendrons tout au long de nos journaux de la journée. Le forum international dénommé Africa Cyber Security Conference se tient depuis le mercredi 24 octobre ici à Abidjan. La journée d'hier a été consacrée à un panel dénommé Africa Women for Tech. Ce panel exclusivement féminin dédié à la promotion de la femme dans le secteur digital a permis aux femmes leaders dans la tech en Afrique de s'exprimer sur la représentativité du genre féminin dans l'écosystème digital et les mesures à prendre pour impliquer et autonomiser les femmes dans la technologie. Reportage Herman Niamia. Décidément, les dieux de la technique ne sont pas avec nous ce matin. Je vais vous retrouver à 6h30. À tout à l'heure. Alors, Marco, on va poursuivre cette émission, passer ce premier tour de l'information. On partira pour du sport avec, bien sûr, le coach Cyril. De quoi à vous dépenser et vous recharger en énergie positive. Fitness, c'est parti, à tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Marco, bonjour Alix, j'espère que vous allez bien. Bon lundi à vous et c'est un nouveau jour, une nouvelle semaine qui commence et on va commencer avec du sport pour bien démarrer la semaine. Donc on va commencer avec 3 exercices, de petits exercices qui vont être modifiés progressivement. 3 exercices à faire 3 fois pour 15 répétitions. Le premier exercice, on va commencer directement, on colle les pieds, on va écarter les jambes, joindre les mains en haut, resserrer ici et repartir de l'autre côté, d'accord? 5, 4, 3, 2, 1, allez go, mouvement rapide.
2, 3, 4, 5, 6 pour 15 répétitions. 7, 8, 9, 10. N'oubliez pas de respirer quand vous montez les bras. 12, 13, 14 et 15. Deuxième exercice, on va juste faire le même mouvement qu'on a fait tout de suite, mais toucher le sol avec une main. Et on change au fur et à mesure, d'accord? Le mouvement, ça sera ça. On touche le sol, on revient et on change de côté. Toujours en position de squat. On descend en squat, on revient et on change de côté. Allez, 1. Assurez-vous d'avoir tout le pied au sol. 2, 3, 4, 5, mouvement de squat. 6, je me mets de profil pour que vous me voyez mieux. 7, 8, comme si vous ramassez quelque chose au sol. 9, 10, 11, n'oubliez pas de garder le dos bien droit. 12, 13, 14 et 15. Parfait. Dernier exercice, ce sera des coups de pied. Donc on met les mains au niveau de la poitrine, on va lever les jambes bien en haut. Pensez au menton. Vous devez lever la jambe vers le menton. On va alterner à chaque fois, d'accord? 5, 4, 3, 2, les mains au niveau de la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Deuxième série, les mêmes exercices, mais avec de petites modifications. Maintenant, on va sauter pour faire les jumping jacks. On repart au premier exercice, mais avec des sauts. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Deuxième exercice, la même chose, toujours avec des sauts. Donc, on va partir jambes serrées, descendre en position de squat, toucher le sol, revenir jambes serrées. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. Allez, courage, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Dernier exercice, de gauche à droite, des coups de pied de gauche à droite. On va mettre les mains au niveau de la poitrine, donner des coups de pied sur le côté. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1. 1 ici et 2 là-bas. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Dernière série d'exercices. Vous voyez, je transpire déjà. Allez, on se dépêche. Dernière série d'exercices. On va partir, écarter les bras et les serrer. 5, 4, 3, 2, 1, 15 répétitions ensemble. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à 15, 11, 12, 13, 14. Parfait. On va partir avec les deux mains maintenant au sol. Jambes serrées. On va chercher quelque chose en bas, on remonte. Allez, 1, 2, 3, 15 répétitions. 4, 5, 6, 7, dos droit. 8, 9, n'oubliez pas de respirer. 10, 11, 12, 13, 14, 15, parfait. Pareil pour le matin, prenez votre douche, petit déjeuner si possible, et je vous souhaite une très très belle journée. Je passe l'antenne, prenez soin de vous. À demain, au revoir. Merci coach, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. J'aime bien ce coach parce qu'on dit dans la ville que nous sommes jumeaux, on a pratiquement la même forme. Merci à toutes ces personnes presbytes et myopes qui ont remarqué cela. Mais ouais, mais il a une belle forme, ouais, comme moi. Oui, mais on a les mêmes. Non, la seule différence, c'est que lui, je dis toujours, il a des plaquettes et moi, j'ai des rondelles. Ça fait plaisir à mes filles avec qui j'embrasse. Allez, on va aller au pas de course maintenant pour un autre volet, un autre pan, une autre dimension de l'info. Cette fois, sa spécialité, c'est de lire les journaux spécialement pour vous. Il est avec nous, Ange Patrick Kaoli. C'est parti.
Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue de presse de ce jour. Plusieurs points ont marqué l'actualité nationale ce week-end, à commencer par le départ du chef de l'État ce dimanche pour l'Allemagne. Selon APA News, il participera demain mardi à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. L'occasion sera pour Angela Merkel, par ailleurs présidente en exercice du G20, de faire le point sur la coopération entre cette organisation et les pays africains, ajoute la même source. Autre actualité toujours ce week-end, il s'agit de la visite privée de 72 heures du président ghanéen Nana Akufo-Addo en terre ivoirienne. À en croire Fratmatinfo, aucune information majeure n'a filtré de ce séjour qui s'achève ce lundi. Le sujet de la prochaine présidentielle en Algérie est reprise par plusieurs rédactions. Bouteflika est le candidat du parti au pouvoir, le FLN, pour la présidentielle de 2019, titre TSA Algérie, qui reprend ainsi des propos du secrétaire général Jamel Oud Abbès. Le chef de l'État, 81 ans, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral AVC dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, ajoute le quotidien français Le Figaro. La présidentielle 2019 sera-t-elle la plus chère de l'histoire d'Algérie, s'interroge TSA. Fayal Metaoui, l'auteur de l'article, révèle que l'élection d'avril 2019 dans ce pays va coûter environ 208 milliards de francs CFA, ce qui pourrait en effet qualifier ce scrutin de plus onéreux de l'histoire d'Algérie, dévoile ce site d'information. Aux États-Unis, la communauté juive sous le choc après une fusillade. 11 personnes ont été tuées et 6 autres blessées samedi lors d'une fusillade dans une synagogue à Pittsburgh, c'est en Pennsylvanie. Le suspect Robert Bowers, un homme blanc âgé de 46 ans, a été arrêté et placé en garde à vue, explique Ouest France. Pour le Huffington Post, l'auteur vociférait des insultes antisémites sur un réseau social proche de l'extrême droite américaine. Le journal Le Monde, qui se fait l'écho de la presse américaine, indique qu'après cette attaque, Donald Trump et le camp républicain sont accusés par les journalistes d'attiser la haine aux États-Unis. On va refermer cette revue de presse par une catastrophe buccale. Selon Fouzine Jay, un jeune Britannique aujourd'hui 22 ans, ne s'est jamais brossé les dents depuis qu'il a 1 an. Il dit n'avoir jamais pris l'habitude de le faire quand il était encore enfant. Une situation qui fait qu'il n'a ni camarade, ni petit ami, encore moins du travail. Et à voir l'image de ses dents, on peut saluer la décision de ses employeurs qui ont jusque-là refusé de l'embaucher. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à demain. Merci Ange-Patrick et Oli. On peut bien comprendre le rejet autour de cet homme. Dis donc, bon, il fait fort. Bon, on va poursuivre, passer aussi ce fou rire sur le plateau. On parle maintenant de sécurité routière. Aujourd'hui, on se penchera sur la question des infractions et les sanctions en matière de circulation routière. Monsieur Paul Écou-Arnaud est avec nous, c'est notre consultant maison. Bonjour monsieur. Bonjour Alex, bonjour Marcelin. Oui, c'est sûr qu'avec votre sourire, vous n'avez pas le même problème que notre ami tout à l'heure. Alors, on va tout de suite définir le mot-clé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une infraction déjà? Une infraction, c'est une violation des dispositions réglementant la circulation routière. C'est une faute, en quelque sorte, pénale du conducteur, de l'automobiliste ou de l'usager de la route. Merci beaucoup, monsieur Écou. Mais juste avant le développement, on va aller pour le jingle. C'est parti. La circulation routière est un monde où il y a énormément de circulation, mais énormément de non-respect du droit, alors que tout est réglementé. C'est la raison de votre présence cette saison sur ce plateau. Et comme Alix l'a dit, on va vérifier déjà les mots-clés de ce thème. Infraction. Infraction est la violation d'une disposition réglementaire qui régule la circulation routière. Chaque fois que vous enfreignez un code, une disposition, un texte de loi, vous êtes en infraction. Ici, c'est employé dans le sens, au sens pénal, c'est-à-dire une infraction qui va être punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. Voilà. On va commencer par les infractions. On peut en faire une liste. Quelles sont les différentes catégories d'infractions? Généralement, on me demande si, à la suite d'un accident, s'il y a coup et blessure, ou si le pied est arrivé, il y a mort d'homme, est-ce qu'on va en prison? Je réponds bien souvent que oui, on va en prison. C'est un homicide involontaire. Exactement, et coup et blessure involontaire. Et même on va en prison pour bien moins que ça en matière de circulation routière. Ah bon? Généralement, les gens pensent que l'alcool au volant est une contravention, comme ça se fait dans d'autres pays. Chez nous aussi, c'est un délit qui est puni d'une peine d'emprisonnement qui va de 2 mois à 12 mois
qui est puni aussi. Chez nous, c'est un délit. C'est un délit. C'est-à-dire qu'il y a une sanction probable d'emprisonnement derrière. Comment on fait techniquement pour attraper, pour capturer des gens qui sont ivres au volant? Dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons. Dans la Côte d'Ivoire que nous connaissons, c'est vrai. Les dispositions du code de la route imposent des textes. L'agent de la police... Est-ce que nos policiers sont dotés d'alcool? D'éthylotest. Malheureusement, je n'ai pas encore vu d'éthylotest, mais le test peut être physique. Le policier peut... Et quelles sont les méthodes, la méthodologie pour... Si on arrive à tenir le bras... Si on marche régulièrement, si on arrive à pointer le bout de son nez facilement, si on répond sans balbutier à certaines questions. L'agent peut de fusil. Attends, quand on voit quelqu'un qui est ivre, on le connaît quand même. Sauf que ici, dans le code de la route, ce n'est pas l'ivresse au volant même qui est puni. C'est puni en tant qu'infraction, mais l'alcool au volant même est puni. C'est-à-dire que je pense que l'OMS a donné des seuils. Je pense qu'avec 0,8 grammes d'alcool dans le sang, on est déjà en infraction. Et 0,8 grammes, ça correspond à peine à 2 verres, maximum 3 verres pour certains, pour les grands buveurs. Donc ça veut dire qu'en temps normal, quand on a bu 2 verres, on ne doit pas prendre le volant. On ne doit pas prendre le volant, c'est une bonne chose. Mon Dieu. D'accord. Alors... Pardonne-nous. Pardonne-nous. Alors, quels sont les différents types d'infractions donnant lieu à des sanctions tout de suite? D'accord. Donc, en parlant de l'alcool au volant, j'ai parlé des délits. Mais à côté des délits, il y a beaucoup de contraventions. Les contraventions sont les infractions les plus courantes. Il faut distinguer 3 types de contraventions selon leur classe. Première classe, deuxième classe, troisième classe. Pour donner des repères, j'aime à dire qu'il faut d'abord savoir qu'en matière d'infraction pénale, il y a un principe. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction si aucun texte n'a prévu. Donc, il faut faire attention à la formulation que l'agent de la circulation va vous donner. Et je précise formulation et qualification parce que vous pouvez être en situation d'infraction et puis il va mal s'expliquer. Généralement, les agents ont tendance à dire refus d'obtempérer quand bien même vous violez le panneau cédé le passage. Il faut faire attention. C'est un problème au niveau de la formation. Oui, parce que c'est une infraction pénale. Si l'infraction a été mal qualifiée, elle n'existe plus. Voilà, donc il peut avoir des situations... C'est béni pour les avocats, souvent, ça. Et la jurisprudence pourrait se poursuivre. Il y a beaucoup. Même chez nous, ici, il y a beaucoup de conventions qu'on a toujours sautées au tribunal. Il y en a plein. Ça donne lieu à beaucoup de contentieux. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit. C'est aussi valable pour les usagers que pour les agents de la circulation. Par exemple, quand un policier, quelqu'un qui est chargé de gérer la circulation, est au téléphone pendant que la circulation est dense, qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'il y a une réglementation? On peut appeler sa hiérarchie pour signaler cela? Évidemment. Parce que, la dénonciation? Oui, c'est vrai que depuis un moment, on constate qu'on a des agents qui sont en panne d'autorité, ils ne savent pas quoi faire, c'est vrai. Mais quand l'agent est en circulation, il a des dispositions qui sont réglementées. On était habitué à l'agent de dos, on ne passe pas à l'agent de face. C'est ça la posture à adopter sur la circulation. Ce n'est pas être en train de téléphoner. Mais bon, le téléphone au volant en tant que tel n'est pas une infraction pénale pour l'agent, même s'il est en faute disciplinaire en ce moment où il téléphone. Le téléphone en réglant la circulation. En réglant la circulation. Ce n'est pas une faute pénale, c'est peut-être une sanction disciplinaire. Il n'est pas en train de faire son activité, sa mission. Mais du fait de cette inattention, non-concentration, ça peut générer des choses graves. Ça génère beaucoup d'embouteillages, ça génère beaucoup de choses graves et je pense qu'il faut dénoncer de telles pratiques. Je pose les questions des téléspectateurs. Et j'ai répondu aux questions. Eh bien, à qui dénoncer justement? Comment ça se passe? On y va comme ça? En matière de circulation routière, il faut retenir qu'il y a, auprès des usagers, il y a des autorités. Donc pour la police, bien évidemment, l'autorité hiérarchique va être son commissariat, son district. Il y a aussi l'autorité des transports pour dénoncer ces infractions-là. Il y a aussi, pour ce qui concerne les infractions pénales, on peut les contester. Mais dans ce cas-là, la contestation va se faire devant la juridiction compétente, devant les juges. Si vous avez payé une amende, généralement on fait une erreur. C'est vrai que depuis que je me promène, je n'ai pas encore vu une contravention de 500 francs avec un PV, mais la réglementation est claire. Même le modèle de procès verbal que l'agent doit délivrer est fixé par la loi. Et l'agent doit obligatoirement préciser le test qu'il invoque pour vous sanctionner. Il doit même, pour les contraventions un peu plus graves comme les troisième classes, il doit même décrire l'activité pour que vous soyez conscient que vous êtes en pleine infraction. Et quand ce n'est pas fait, du coup, le PV il est irrégulier, du coup, la sanction va sauter. La contravention peut sauter. Donc, il y a toutes ces pratiques qu'il faut connaître. Il faut avoir le courage aussi de dire, OK, je ne suis pas d'accord. Parce que les contraventions sont punies de 2 amendes. Il y a l'amende ordinaire et il y a l'amende forfaitaire. Contrairement à ce qu'on croit, l'amende forfaitaire, c'est une procédure en part entière. Chaque fois que vous payez l'amende forfaitaire, vous attestez être coupable de l'infraction. Par contre, quand vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas la peine de venir engueuler le commissaire, le policier, je ne suis pas d'accord. Il y a un moyen de recours qui est mis en place. Lequel? Bon, la contravention, c'est l'amende forfaitaire, comme je l'ai dit, c'est une procédure. C'est une procédure particulière, une procédure accélérée et simplifiée. Vous reconnaissez avoir commis l'infraction, vous n'avez pas le temps d'aller au tribunal contester, vous payez l'amende telle qu'elle a été fixée par le décret, 500 francs pour les premières classes
1000 francs pour les deuxième classe et 2000 francs pour les troisième classe. Bien évidemment, l'agent doit vous délivrer au moment où il vous verbalise le procès verbal. Donc, quand vous n'êtes pas d'accord, si vous ne payez pas, vous ne contestez pas, vous refusez. En principe, l'agent vous demande, monsieur, vous êtes en infraction, est-ce que vous voulez une amende forfaitaire? Vous dites oui, il vous délivre l'amende forfaitaire. Non, il saisit votre permis ou les éléments qu'il peut saisir, il envoie la fin en justice. Et là, la suite, c'est quoi? Vous partez en justice comme toute infraction, vous partez plaider votre cas devant le juge, vous démontrez que vous avez raison, l'amende saute, vous ne démontrez pas, vous risquez une sanction plus sévère, puisque l'amende forfaitaire, c'est pour vous inviter à payer rapidement. Donc, si vous contestez, vous vous exposez à la sanction. Par exemple, l'amende forfaitaire de troisième classe qui est fixée à 2000 francs, la sanction réelle, c'est de 10 000 à 360 000 francs. Donc, si vous n'arrivez pas à démontrer que vous aviez raison, vous risquez de prendre une sanction plus grave. C'est le principe de l'amende forfaitaire. Mais quand vous payez, et si vous payez que vous estimez avoir payé à tort aussi, il y a un recours, vous pouvez contester. En principe, dans la réglementation, vous disposez d'un délai. On vous verbalise. On vous dit, OK, vous pouvez aller payer au trésor, vous pouvez aller payer entre les mains de l'agent, mais vous disposez d'un délai pour accepter ou pour refuser. Alors, et au niveau des radars, c'est un dispositif particulier ou bien au niveau du stationnement par rapport aux sociétés de transport? Parfois, on entend des sommes, 22 000, 25 000. Est-ce que tout ça, c'est réglementé? Tout est réglementé. Comme j'ai dit, la contravention, quand on dit, je prends les 22 000, dans la contravention de 22 000, le stationnement interdit est une contravention de troisième classe. Donc, l'amende forfaitaire est de 2 000. D'accord. Normalement, c'est 2 000. Normalement, c'est 2 000. CFA. C'est pas normalement, obligatoirement, c'est 2 000. Obligatoirement, c'est 2 000. Ça, c'est sur le plateau de Matin Bonheur. Non, c'est la réglementation ivoirienne. Sur le plateau de Matin Bonheur, c'est 2 000. Mais dans la circulation, est-ce que vous êtes sûr que c'est 2 000? Bon, ça dépend de comment vous discutez avec celui qui est en face de vous pour payer. Donc, dans cela aussi, il y a un marchandage. En principe, il n'y a même pas de marchandises, puisque c'est l'officier de police judiciaire qui va peut-être, dans le cadre d'une transaction qui est officielle, qui est reconnue, qu'on négociera. Mais bon, là... Il a mandat pour pouvoir négocier comme ça? Non, en principe, non. Pour l'amende forfaitaire, n'a aucun mandat. Il a fait la comptabilité aussi, je ne sais pas. Mais là, je ne sais pas pourquoi il va à 22 000. Par exemple, les 22 000 peuvent être aussi justifiés par le fait que la mise en fourrière est une sanction pénale. Maintenant, la mise en fourrière est réglementée aussi. Il y a des tarifs homologués, donc ça ne se discute pas. Maintenant, pourquoi ils fixent 22 000, ils ont leur explication. Je me rappelle qu'une fois, on m'a même tendu une facture normalisée. J'étais surpris. Là où je m'attendais à recevoir un PV pour avoir enfin une obligation. Enfin, une obligation. À vous aussi? Ça m'est arrivé. Pour le dire, j'ai compris. Pourquoi le cordonnier? On n'a pas besoin d'être juriste pour pouvoir comprendre comment conduire en Côte d'Ivoire. Alors, monsieur Ekou, dites-nous, quelles sont les infractions qualifiées de délit et quelle est, on va dire, la procédure qui s'applique dans ces cas-là? Les infractions qualifiées de délit sont des infractions un peu plus graves. Tout à l'heure, la cité l'homicide en volet, la cité le coups et blessures. J'ai parlé de l'alcool au volant. On connaît bien le célèbre délit de fuite. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est toute infraction qui va être punie de plus de 2 ans d'emprisonnement jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et comme je dis, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine sans texte, donc c'est listé. Il y a des infractions qu'on a tendance à banaliser qui sont graves. Par exemple, les surchats des passagers sont des délits. Il y a des infractions qu'on a tendance à banaliser aussi qui sont assez graves des délits. C'est le défaut d'assurance. J'en connais qui sont encore en train de croupir dans les géodes parce qu'ils ont omis de payer l'assurance pour les sociétés de transport. Il y a plusieurs infractions comme ça, la liste est assez longue. C'est les infractions en matière de contravention qui sont suffisamment réglementées. Par exemple, le code identifie environ 24-25 contraventions de troisième classe. En dehors, on n'est plus dans une contravention de troisième classe. Monsieur Ekou, c'est vrai qu'il faut qu'on le dise ici. On a perdu un proche, des amis, des gens qu'on connaît par rapport à l'alcool. À quand, vous qui êtes versé dans les arcanes du milieu de la circulation routière, à quand des éthylotests réglementaires, homologués dans notre pays? Parce que l'alcool, vraiment, fait trop de dégâts. J'ai les mêmes chagrins, j'ai les mêmes peines parce que des fois, je vois des amis qui sont policiers qui osent aller boire avec d'autres amis policiers. Moi, j'ai été témoin d'une scène ce samedi qui m'a choqué. Une personne, je veux dire une personnalité qui était en état d'ébriété très avancé et qu'on a dû conduire chez... Je veux dire, bon... Oui, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui sort seul comme ça, il n'y a pas un policier pour la répondre, un alcotest, c'est dangereux. Notre pays, est-ce que ça coûte tellement cher pour que la Côte d'Ivoire puisse s'en doter? Si c'est un problème de prix, bon, je ne sais pas. Je pense que c'est un problème de... À mon avis, ça n'engage que moi parce que je pense qu'il doit y avoir des autorités bien placées pour répondre. Ça ne coûte pas vraiment grande chose d'avoir des éthylotestes dans les véhicules. Certaines réglementations ont même imposé à l'usager d'avoir son propre éthylotest dans sa voiture, dans d'autres pays.
Donc, on pourrait trouver les moyens pour sauver des vies, parce qu'il y a des équipements obligatoires dans un véhicule. La cinquième roue, l'inspecteur. On pourrait même... je ne vais pas mettre des charges supplémentaires, des frais supplémentaires à la charge des usagers, mais je pense que pour cette logique-là, parce qu'on a trop d'Ivoiriens qui pensent qu'on peut conduire parce qu'on est... Il dit non, je ne suis pas sous. Ce que je veux qu'on retienne, et ça rentre dans les mœurs. On trouve ça normal. Et le monsieur ou la dame va seul, sans accompagner. C'est-à-dire, dans d'autres pays, par exemple, vous savez, il y a toujours une personne dans le groupe qui ne boit pas. Ça, c'était à l'époque, quand on était jeune, quand on sortait, il y avait une personne, la personne qui ne boit pas, qui conduit tout le monde. Mais de plus en plus, les personnes vont seules. Et tout le monde s'alcoolise. Tout le monde s'alcoolise, tout le monde roule, au mépris même des règles fondamentales de protection. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a été suffisamment léger sur ce sujet-là. Il faut vraiment prendre les taureaux par les cornes. Il faut peut-être éviter, il faut peut-être suivre de très près ces chauffards-là, parce que c'est, comme je l'ai dit, on a constaté que 0,8 g dans le sang vous fait perdre totalement confiance en vous, ou bien vous fait perdre la réalité, parce qu'il faut moins d'une seconde pour réagir au volant en vue de sauver une vie. Le réflexe est très important. Oui, exactement. Merci beaucoup, Monsieur Kou. Merci. On aura, rassurez-vous, ce réflexe-là d'être toujours avec vous le lundi pour nous donner ce qu'il faut avoir comme information concernant la circulation routière. Merci infiniment et nous souhaitons une très très bonne journée, une très bonne semaine. Pareillement, bon réveil à tout le monde. Merci beaucoup et puis belle journée. 6h26, Alice, qu'est-ce qu'on a dans notre besace pour la suite de cette émission? Alors, pour la suite, normalement, on devrait partir pour les fluctuations météorologiques. Puis ce sera un deuxième tour avec Hamza Diaby. Et puis on vous donnera bien sûr les éléments nécessaires pour rester en éveil en ce début de semaine. Lundi motivation. Oui. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, la persistance nuageuse dans l'ouest donnera encore de faibles pluies avant que de belles éclaircies ne s'y installent. Le sud-ouest connaîtra de faibles pluies localisées en début de matinée avant d'être affecté par un temps généralement nuageux comme dans le reste du littoral et du sud forestier. Le reste du pays sera sous un ciel faiblement nuageux. Les températures pour la matinée, on notera 25 degrés comme maximale à Abidjan comme à Diaké, 24 degrés dans la ville de Bondoukou, Boaké et Daloa, 23 degrés à Dambokro. Il fera 24 degrés dans la ville de Gagnoa, Korogo, Mans, Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra, Tabou. Enfin, 24 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le soleil s'imposera globalement. Ainsi, les conditions seront généralement clémentes sur l'ensemble du pays. On notera tout au plus des averses orageuses autour des régions de lac et seulement en fin de période dans les zones du sud forestier, avec quelques débordements sur les régions du littoral. Les températures à présent pour l'après-midi, on notera 32 degrés dans la ville d'Abidjan ainsi que celle d'Adiaké, 33 degrés sera observé comme maximale à Bondoukou, 32 degrés dans les villes de Boaké comme celle de Daloa, 33 degrés à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 degrés dans le Poro, 32 degrés dans le Tonkui, 33 degrés dans la région du Kabadougou, 31 degrés comme minimale à San Pedro, Sassandra, Tabou, enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Il
Il est 6h30, bienvenue dans ce journal. Un 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien, 81 ans, sera le candidat du Front de Libération Nationale, le FLN, à la présidentielle prévue en avril 2019. C'est ce qu'a affirmé hier dimanche le chef du parti présidentiel, Jamel Ould Abbès. Pressé par son camp depuis 6 mois de briguer un 5e mandat, le chef de l'État, diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat agricole. Nous sommes de retour ici en Côte d'Ivoire. Des porteurs de projets viables en agriculture seront formés pendant 2 semaines au Nigeria dans le cadre du programme Enable Youth Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ces agripreneurs se sont engagés à suivre la formation pour laquelle ils ont été sélectionnés. Le reportage de Didier Nguessan vous sera proposé dans nos prochains journaux. 12 marins d'un navire suisse capturé le mois dernier par les pirates au large du Nigeria ont été libérés. Le Glarus est, lui, toujours aux mains des pirates. La libération des 12 otages, intervenue vendredi dernier, a été obtenue à l'issue de négociations entre l'armateur et les ravisseurs. C'est ce qu'a rapporté les journalistes de la presse internationale. Le cargo qui transportait du blé de Lagos à Port Harcourt avait été attaqué le 22 septembre dernier à quelques 45 000 miles au sud-ouest de l'île de Boni, selon la compagnie basée à Genève. La Zambie est le premier pays d'Afrique à avoir commencé à utiliser de la peinture anti-moustique. Vous le voyez en image, de la peinture anti-moustique. Donc, pour éliminer le paludisme d'ici 2021, c'est un ajout aux diverses stratégies d'élimination du paludisme. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochains journaux avec la rédactrice en chef, Anne-Zelika Eoura. Le Burkina Faso. Pour lutter contre le paludisme, le projet Target Malaria envisage prochainement un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés, une opération décriée par des organisations de la société civile qui dénoncent les risques sanitaires et écologiques. Reportage. Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit autorisé par l'Agence nationale de biosécurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec les femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la Fondation Gates, permettrait d'éradiquer le moustique Anapholes gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec plus de 8 millions de cas estimés en 2016, entraînant la mort de 21 000 malades. Et l'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important. Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, in finish, arriver, qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait, contaminer toute la descendance de l'espèce, qui va rester récif, comme on le dit, va être très 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 dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès que la maturité des moustiques coïncide avec des conditions météorologiques favorables.
Allons-y au Sénégal, où hommes, femmes et enfants, par centaines de milliers, peut-être même par millions, ont célébré avec ferveur hier dimanche dans la ville sainte sénégalaise de Touba le Grand Magal, le rendez-vous annuel incontournable des membres de la confrérie des Mourides, l'une des plus influentes du pays. Le Grand Magal, c'est la célébration donc en Wolof, marque l'anniversaire dans le calendrier musulman du départ en exil le 12 août 1895 du fondateur du mouridisme à la fin du 19e siècle, Cheikh Ahmadou Bamba dit Serigne Touba. Nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Merci de nous avoir suivis et à 7 h, on se retrouve pour le dernier pan de l'actualité. Merci beaucoup, Monsieur Hamza Diaby, le marathonman de l'info sur Matin Bonheur qui sera avec vous aux alentours de 7 h pour la dernière salve d'informations dans Matin Bonheur de ce lundi 29 octobre 2018. Il reste novembre, décembre, l'année est pratiquement finie. Et oui, fini, bientôt on sera dans la ferveur des fêtes de Noël, tout ça, ça passe tellement vite, et c'est pour ça qu'on a besoin de cette chose-là qui nous pousse à aller de l'avant. D'autres l'appellent dans le milieu spirituel l'onction, et puis aussi dans la vie de tous les jours, on parle de motivation. Ça tombe bien, lundi motivation, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors comme promis, nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre thème, comment rester motivé au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment optimiser votre motivation de façon quotidienne. Je parle d'optimiser parce qu'en général, la plupart des gens sont motivés, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des événements qui les cassent et anéantissent leurs engagements. Voici 4 choses à faire pour élever votre niveau de motivation au quotidien. 1. Faites des choses que vous aimez. Aucun humain ne sera heureux à faire les choses qu'il n'aime pas. À moins que vous soyez un enfant et que vous ne sachiez pas des choses qui sont bonnes pour vous, vous devez prendre la responsabilité de vos choix dans la vie. Que ce soit le travail que vous faites, les endroits que vous fréquentez, choisissez ce que vous aimez. Ne menez pas une vie par défaut. Cela ne vous sera d'aucune utilité et avantage. Vous méritez mieux et vous pouvez avoir mieux. 2. Remplissez-vous d'énergie positive. La motivation est d'abord une affaire d'énergie. Si votre motivation est au négatif, cela veut certainement dire que l'énergie qui vous anime est négative. Cette énergie vient des pensées et des émotions que vous entretenez qui, elles, viennent de comment vous interprétez chaque événement qui se produit dans votre vie. 3. Connectez-vous à des sources de motivation. Il y a dans la vie de chacun de nous des choses qui produisent un niveau de motivation de façon instantanée. Pour certains, c'est de la musique. Pour d'autres, c'est un programme comme celui que vous écoutez en ce moment. Ou alors le contact avec certaines personnes. Découvrez ces différentes sources de motivation possibles dans votre vie et connectez-vous à elles constamment. 4. Passez à l'action. Rien ne remplace l'action. Les personnes motivées sont des personnes d'action. Lorsque vous passez à l'action, vous gagnez en confiance. Cela vous donne un sentiment de pouvoir et ce sentiment de pouvoir optimise naturellement votre motivation pour faire la différence. Devenez une personne d'action enchaînée et vous verrez que la motivation ne manquera plus à votre vocabulaire émotionnel. Plusieurs attendent la motivation avant de passer à l'action, alors que c'est très souvent en passant à l'action qu'on acquiert un maximum de motivation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note et que vous appliquerez ces instructions pour devenir des personnes motivées et engagées pour des résultats plus élevés. Je vous souhaite une excellente semaine et une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. À très vite, coach Serge, on va dire Serge, il s'appelle Serge Taïba, c'est ça, et on a pu retenir des phrases clés comme l'action, il faut toujours être en action, passer à l'action, en discontinu, c'est très important. En discontinu, passer à l'action de façon discontinue, c'est très important. Jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Toujours reprendre les choses pour avancer. Comme on le dit souvent, exister, c'est insister. Il faut toujours insister. Insister, parfois surtout de manière différente, mais insister quand même et ne jamais laisser tomber. Si on laisse tomber, c'est qu'on n'est plus là. Alors, nous, on ne vous laisse pas tomber et puis on vous offre bien sûr votre instant débat préféré avec Gabriel Zani. Vous connaissez son surnom? Ah oui. Son surnom, le surnom de Gabriel Zani? Non, dites-moi. Madame, les Ivoiriens veulent savoir. D'accord. Donc, la dame des Ivoiriens veulent savoir est très bien installée en compagnie de son invité, monsieur Paul Arnaud Bowie. On leur passe le relais tout de suite. Instant vérité.
Alors bonjour Marco et Alix, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Madame, les Ivoiriens veulent savoir, vous retrouve également. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir également que je présente cette rubrique ce lundi matin. Alors, après la CNC, la Coalition nationale pour le changement, le Front du refus, une autre plateforme de l'opposition ivoirienne est née. Il s'agit d'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Son combat, la libération des prisonniers de la crise de post-électorale, composée de partis politiques et d'organisations de la société civile. EDS ne cesse de se prononcer sur l'actualité politique ivoirienne. L'organisation pointe du doigt l'absence de réconciliation entre les Ivoiriens, le manque de démocratie, le statu quo à la CEI, mais elle peine à fédérer les partis politiques de l'opposition. Sur plus d'une centaine de partis politiques d'opposition, seulement 4 sont membres d'EDS. Alors, question. En 18 mois d'existence d'EDS, quel bilan peut-on faire de ces activités? Cette plateforme de l'opposition va-t-elle arriver à unir l'opposition et les Ivoiriens entre eux? Que vaut-elle exactement? EDS n'est-elle pas finalement une plateforme d'opposition de plus? Pour le savoir, mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Paul Arnaud Bowie, 3e vice-président et porte-parole d'EDS. Entendez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Bonjour Paul Arnaud Bowie. Bonjour madame. Merci d'être venu répondre aux interrogations des Ivoiriens. Alors, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a 1 an et demi. C'est l'une des plus jeunes plateformes ou coalitions politiques en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est l'idéologie qui sous-tend cette organisation? Écoutez, EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui a pour référent politique donc, le président Laurent Gbagbo, demeure dans le combat du président Gbagbo, c'est-à-dire défendre les valeurs de démocratie, les valeurs de souveraineté, de liberté et, bien entendu, contribuer donc, au développement de la démocratie, mais surtout garantir un avenir meilleur au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, vous avez dit une chose assez intéressante dans votre réponse. Vous avez dit EDS a pour seul référent Laurent Gbagbo. Bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, tout le monde sait ici en Côte d'Ivoire que le président Gbagbo reste le père de la démocratie. Tout le monde sait qu'ici en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui rassemble davantage d'Ivoiriens. Tout le monde sait que son combat, c'est pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, avoir pour référent le président Laurent Gbagbo, pour nous, est une chose déterminante. Parce que les Ivoiriens qui aujourd'hui aspirent donc, à la liberté, mais également à la réconciliation, pensent que le président Gbagbo est l'homme clé qu'il faut donc, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est cela qui justifie qu'il est au centre donc, de notre débat politique. Alors, donc Laurent Gbagbo est au centre de votre débat politique. C'est lui qu'il faut pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, comment se fait-il que tout soit autour de Laurent Gbagbo? Les Ivoiriens ont d'autres préoccupations, par exemple. Il y a des questions qui sont très cruciales pour les Ivoiriens, notamment le niveau de vie, la santé, l'éducation et tout cela. Alors, comment se fait-il que vous en arriviez à mettre l'accent sur Laurent Gbagbo et pas sur les problèmes réels que rencontrent les Ivoiriens au quotidien? Madame, aujourd'hui, ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est la réconciliation nationale. On ne saurait être heureux du fait du matériel sans qu'on vive de façon libre, sans que la cohésion sociale, bien entendu, ne soit une préoccupation. C'est pour cela que nous disons, au-delà des besoins que les Ivoiriens ont, ce qui est tout à fait une réalité, la réconciliation pour nous demeure un élément essentiel et c'est justement de ça que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui. D'accord. Alors, quel bilan peut-on faire des activités d'EDS en 1 an et demi d'existence? Le bilan est positif, madame. Il est positif en ce sens que EDS, depuis sa création le 20 avril 2017, n'a cessé de réclamer donc la libération des prisonniers politiques, n'a cessé donc de parler de réconciliation, de cohésion. Et vous avez vu vous-même qu'il n'y a pas longtemps, les prisonniers donc, de la crise post-électorale sont libérés. C'est un acte à mettre donc, au compte de notre combat politique à EDS. Donc, votre combat politique, c'est la libération des prisonniers de la crise post-électorale. Alors, au-delà de ça, au regard de quoi vous pouvez affirmer que votre bilan est positif au regard de cet aspect que vous venez de dire?
parce que d'abord les prisonniers politiques sont libérés, mais nous continuons le combat parce qu'il y a encore des prisonniers qui sont toujours incarcérés, notamment les militaires. Alors, nous continuons de nous battre. Dites-nous, combien de partis politiques sont membres d'EDS? Nous avons 4 partis politiques, donc membres de EDS, mais au-delà des partis politiques, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont également membres de EDS. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de, si je veux vraiment comptabiliser, il y a plus de 200 partis politiques en Côte d'Ivoire. Alors comment se fait-il que ce sont 4 partis politiques d'opposition qui sont seulement membres d'EDS? Je précisais tout à l'heure qu'au-delà des partis politiques, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont également membres donc, de cette plateforme. Il y a des personnalités de haut rang, des personnalités nommées comme des personnalités anonymes qui sont également membres donc, de cette plateforme. Voyez-vous, nous ne sommes pas fermés, bien entendu, en ce qui concerne les partis politiques. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis politiques qui ont essayé d'intégrer votre plateforme, ou bien c'est à dessein? Écoutez, au-delà donc des partis signataires qui sont donc le Front populaire ivoirien, l'Union des nouvelles générations, le RDP, l'AIRD, nous avons également des partenaires, notamment l'URD de la ministre Bonique Lavéry et le MFA du ministre Anati Kobena. Et bien d'autres partis politiques sont actuellement en train de frapper à nos portes. Mais comme vous le savez, nous avons dit que notre référent politique, c'est le président Gbagbo. Et tout à l'heure, vous disiez dans votre introduction que la CNC n'a pas eu longue vie, le Front du Refus, etc., etc. Donc cette fois-ci, nous prenons suffisamment de dispositions pour que ceux qui doivent intégrer donc, cette plateforme soient des partis qui ont comme référent politique le président Gbagbo. Donc c'est ce qui coince, parce que ces partis politiques-là n'ont pas pour référent Laurent Gbagbo, donc ils ne peuvent pas intégrer la plateforme EDS. Non, madame, je ne suis pas en train de dire... C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a plusieurs partis politiques qui frappent à nos portes, mais nous avons comme référent politique le président Laurent Gbagbo, mais nous prenons quand même suffisamment de mesures pour que ceux qui intègrent donc notre plateforme aient la même conviction idéologique que nous, la même vision politique que nous, de sorte à ce que nous ne soyons pas dispersés pour connaître malheureusement ce que nous avons connu à la CNC ou au Front du Refus. On dit finalement la même chose, c'est parce que ces partis politiques-là ne se réfèrent pas automatiquement, primordialement à Laurent Gbagbo que ces partis n'ont pas encore intégré. C'est une de nos conditions, madame. C'est une de nos conditions, mais je dis que... C'est une condition fondamentale, admettez-le. Nous sommes en train d'analyser d'autres dossiers qui sont sur notre table. Et bien entendu, certains de ces partis-là reconnaissent également que le président Gbagbo est l'homme clé de la situation, mais il y a que nous devons statuer, nous devons analyser avec profondeur, n'est-ce pas, donc la philosophie politique de ces partis-là avant que nous ne puissions céder. Alors, pour éviter un autre échec, c'est cela. Mais bien sûr, pour éviter un autre échec. Justement, pour éviter notre échec, il y a des partis, les partis membres de d'EDS étaient en alliance récente. Vous avez cité tout à l'heure avec le leader de Mamadou Koulibaly, n'est-ce pas? Dans le cas de la CNC, le RPCI de Bamba Mori Ferré et bien d'autres partis de gauche, dans le cadre aussi du Front du Refus. Alors, ces partis politiques-là vous ont lâché. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Non, écoutez, madame, dans tous les cas, une plateforme, ce n'est pas une fusion des partis politiques. Nous venons donc dans une plateforme pour régler un problème du moment. Et bien entendu, si à un moment donné de notre parcours, certains estiment qu'ils ne peuvent plus marcher avec nous pour telle ou telle raison, écoutez, ils sont libres de partir. Donc, ils sont partis, nous avons accepté leur départ. Et justement, pour qu'à l'avenir, cela ne se répète pas, nous avons estimé que désormais, il fallait qu'un certain nombre de conditions soient remplies avant de marcher avec nous. C'est pour ça, justement, que nous avons mis en place EDS. Et voyez-vous, 1 an et demi après, il y a une forte solidarité, n'est-ce pas, à l'intérieur de cette plateforme. Elle se porte très bien et elle a gagné des combats, politiques. Et elle continue son chemin et puis je pense bien. Alors, donc, au regard de l'actualité politique, d'autres plateformes ou coalitions sont en laboratoire, notamment le PDCI RDA appelle à la formation d'une nouvelle coalition de l'opposition. Quel est votre commentaire là-dessus? Madame, je suis membre de EDS. Et je pense que c'est ça. Mais en même temps, vous êtes membre de EDS. EDS, c'est une plateforme politique. Vous travaillez avec d'autres partis politiques d'opposition. Voilà, donc je vous demande, le PDCI appelle à la formation d'une nouvelle coalition, d'une nouvelle plateforme de l'opposition en Côte d'Ivoire. Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que vous allez rejoindre le PDCI? Madame, je suis là pour parler de la coalition EDS. Est-ce que vous allez rejoindre le PDCI? C'est la question. Je suis là, madame, pour parler de EDS, qui a pour référent politique le président Laurent Gbagbo.
Donc, comme le PDCI n'a pas pour référent politique le président Gbagbo, alors donc, vous n'allez pas peut-être répondre à l'appel de Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA. Je parle de EDS, madame. Alors, on va y revenir. Pascal Affinguesson, Akaïzi, Afoussiata Bamba Lamine, pour le compte de Sorodium, Bamba Moriféré, Nyamien Konan, j'en passe, Henriette Lagou, Anaki Kobena, que vous avez cité tout à l'heure. Alors, tous étaient présents au 6e congrès extraordinaire du PDCI. EDS, non. Mais vous avez été invité. Pourquoi? Madame. Pourquoi cette absence? Vous avez été invité au 6e congrès du PDCI RDA. Oui, madame. Alors, pourquoi cette absence? On veut bien comprendre. Madame, les Ivoiriens veulent le savoir, justement. Madame, nous n'avons aucun problème avec le PDCI RDA, bien entendu. Nous estimons que le PDCI RDA doit contribuer donc au développement de la démocratie dans notre pays. Nous lui souhaitons donc bon vent, mais pour l'heure, j'insiste et je dis que je connais mieux EDS et donc je préfère parler de EDS. Voilà. Alors vous voyez, il y a des partis politiques de l'opposition, le FPI tendance Pascal Affinguesson, il y a le RPCP de Henriette Lagou, le RPCI de Bamba Moriféré, il y a les soroïstes également qui ont été, qui appellent tous à une nouvelle plateforme, à la mise en place d'une nouvelle plateforme de l'opposition. Alors vous, est-ce que vous allez rester EDS ou vous allez rejoindre cette nouvelle plateforme? C'est la question que je pose. Mais, madame, la réponse est claire. Nous avons les bras ouverts. Et tous les Ivoiriens qui se reconnaissent dans le combat politique, dans la vision politique du président Gbagbo, qui est valeur de démocratie, unité, paix et réconciliation, nous les attendons à EDS. Donc finalement, ceux qui ne prônent pas Laurent Gbagbo, ceux qui ne prônent pas les valeurs de Laurent Gbagbo ne vous intéressent pas. Mais madame, on ne saurait marcher sans valeur. On ne saurait marcher sans valeur. C'est pour cela que nous insistons là-dessus. Donc si vous n'avez pas les valeurs qui conduisent à une société démocratique, à une société de justice, à une société de paix, je crois que vous n'êtes pas dans la ligne du président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est Laurent Gbagbo qui est le symbole de la démocratie pour vous, c'est cela? C'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, madame. Expliquez-vous. C'est le père de l'unité nationale. C'est le père de la réconciliation. Et tenez-vous bien, madame, tous les Ivoiriens, sans exception, attendent le retour du président Laurent Gbagbo. Mais en même temps qu'on attend le retour de Laurent Gbagbo, on ne peut pas rester comme ça. Monsieur, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas rester ainsi, qu'il faut travailler. Comme je vous l'ai dit tantôt, les Ivoiriens ont des besoins, ils sont cruciaux, qui sont là, des besoins existentiels. Par exemple, la santé, l'éducation, la scolarisation des enfants, je vais dire, je ne sais pas, voilà, la formation. Donc, est-ce que vous avez des projets structurants, structurés, voilà, pour répondre aux besoins des populations que vous représentez en Côte d'Ivoire? EDS a une offre politique pour les Ivoiriens. Quelle est cette offre politique, à part Laurent Gbagbo? Madame, Laurent Gbagbo, du temps de son mandat, le président Laurent Gbagbo a donné le sourire à tous les Ivoiriens. À travers un achat, je voulais dire, du café et du cacao à des prix assez intéressants. Le président Laurent Gbagbo a donné le sourire aux agriculteurs via les prix de l'héviaculture. Le président Laurent Gbagbo a donné le sourire aux enfants dans le cadre donc, de l'école gratuite avec la distribution des kits. Le président Laurent Gbagbo a mais en même temps, ce que vous dites, le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est vrai. Mais toute la Côte d'Ivoire, quand même, le président Laurent Gbagbo n'était pas, comment je vais dire ça, étendu sur toute la Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi que les Ivoiriens ont des réels problèmes et qu'il faut en parler, qu'il faut faire une opposition constructive dans ce sens-là. Mais l'opposition, elle est constructive, madame. Nous demandons simplement que pour que le débat politique soit ouvert, il faut que les institutions qui ont en charge l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, notamment la CEI, soient une institution réformée juste pour que dans une compétition équitable, tous les Ivoiriens participent au développement de la démocratie. Est-ce qu'avec cette position, avec cette distance que vous observez, est-ce que vous risquez de vous retrouver seul, isolé, peut-être fini comme la CNC ou encore le Front du Refus? Madame, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec les Ivoiriens. À de notes, les deux grands meetings que la jeunesse de EDS a donné, un à Yopougon et l'autre à Nono. Ça a mobilisé une foule immense d'Ivoiriens qui partagent avec nous les valeurs de la démocratie, qui partagent avec nous les valeurs de la réconciliation nationale. Donc nous ne sommes pas seuls. Vous allez parcourir aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire. On parle de EDS. Tous les Ivoiriens sont convaincus que l'avenir de ce pays repose sur cette plateforme qui véritablement peut leur garantir un avenir de façon juste, de façon équitable.
pour que les fruits donc, du travail des Ivoiriens soient répartis de sorte à ce que tous les Ivoiriens, au sorti donc, de cette offre-là, reconnaissent à la Côte d'Ivoire la mère patrie qui partage. La mère patrie qui partage. D'accord. Est-ce que EDS entend se muer en parti politique dans un avenir très proche? Nous sommes à l'orée de 2020. Est-ce que vous avez des ambitions de passer de coalition politique à un bloc politique? Madame, nous sommes une plateforme politique. Pour l'heure, EDS reste et demeure une plateforme politique. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez un projet de devenir un parti politique plus englobant? Pour l'heure, nous sommes une plateforme politique, madame, à l'intérieur duquel nous avons plusieurs partis politiques qui gardent leur autonomie. Alors, tout à l'heure, vous en parliez. Au regard des tensions qui ont émaillé les récentes élections locales, le débat sur la personnalité qui doit diriger notamment la CEI, la Commission électorale indépendante, est relancé. Selon vous, quel peut être le profil de la personnalité qui doit diriger la CEI? Nous avons fait des propositions en ce qui concerne EDS, où nous avons demandé au gouvernement de venir à une table de discussion pour qu'ensemble nous puissions voir les conditions de réforme donc, de cette CEI-là, à l'effet de désigner des personnalités qui sont des personnalités plus ou moins irréprochables pour conduire donc des élections justes, libres et transparentes. Depuis des années déjà, je vous rappelle que l'APDH, qui est une société civile ivoirienne, a introduit auprès de la Cour africaine des droits de l'homme, bien entendu, une requête demandant donc la réforme donc, de la CEI. Que malheureusement, 1 an, 2 ans après, nous constatons que le gouvernement n'a toujours pas donc, cédé à cette réforme-là. Et bien entendu, vous avez vu ce qui s'est passé lors des dernières élections, émaillé donc de violences, de morts, de destruction de biens publics, etc. Nous estimons qu'il faut que le gouvernement... La question, oui. Quel doit être le profil de la personnalité qui doit diriger la CEI? Elle ne doit pas être partisane. Cette personnalité ne doit pas être partisane. Cette personnalité doit donner les valeurs d'équité, de justice, par exemple. Alors, un autre sujet, Carole, on va parler un peu de réconciliation. Alors, au lancement officiel de la nouvelle plateforme en avril 2017, le professeur Armand Oyan, qui est d'ailleurs le président de l'initiative, a dit, et je cite, « Nous sommes pour le dialogue avec le pouvoir. Quelles sont les actions que vous avez entreprises pour rétablir ce dialogue avec le pouvoir ?» Nous sommes adressés au gouvernement via des courriers pour demander au gouvernement de venir s'asseoir avec nous à la table de réconciliation. Nous avons, au cours donc, de conférences de presse, lancé un appel au gouvernement pour qu'il vienne s'asseoir avec nous à la table de discussion. Nous avons mené des actions diplomatiques pour que nos amis des pays étrangers qui sont ici nous servent par exemple de moyens de communication avec le gouvernement pour que, en fait, nous puissions nous asseoir pour discuter. Mais jusque-là, tous ces appels que nous avons lancés sont restés sans suite. Alors, ces appels sont restés sans suite. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Quel commentaire pour vous faire? Le gouvernement refuse de discuter, madame. Le gouvernement refuse de discuter avec son opposition. Le gouvernement préfère se tailler une opposition propre à ses bottes et qui répond donc à ses aspirations. Mais cela n'est pas la volonté. On peut dire que le gouvernement se taille une opposition. Quelles sont les preuves sur lesquelles vous vous basez pour dire que le gouvernement se pose, ou encore le pouvoir se taille une opposition sur mesure? Mais madame, vous-même, vous voyez la situation. Nous, à EDS, nous sommes là, l'opposition significative. Nous représentons le peuple de Côte d'Ivoire. Au lieu de discuter avec nous, le gouvernement, chaque fois, botte en touche donc tous nos appels, bien entendu. Et vous avez constaté avec nous que certains leaders de partis politiques, bien entendu, qui sont dans une certaine relation avec le pouvoir. Non, vous n'en savez rien. Mais vous n'en savez rien. Est-ce que dialoguer avec le pouvoir, c'est rouler pour le pouvoir? Est-ce que discuter avec le pouvoir, ça veut dire qu'on est à la solde du pouvoir? Lorsque vous allez à une discussion, bien entendu, et que vous ne touchez pas les problèmes de fond, et que vous ne touchez pas les problèmes essentiels donc, de la réconciliation, la question essentielle de la libération des prisonniers aujourd'hui militaires, quand vous allez à une discussion et que vous ne parlez pas de la réforme de la CEI en profondeur,
Madame, vous faites le jeu du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui je vous en prie. Nous avons aussi reçu ici, sur ce plateau, sur ce même plateau, des leaders d'opposition qui parlent de la réforme de la CEI, qui parlent par exemple de la reprise du dialogue pouvoir-opposition. J'y en parle. Vous ne pouvez pas nous dire ce matin que parce qu'un leader de parti politique d'opposition a été reçu par le président de la République ou est en discussion avec le pouvoir, ça veut dire que ce président de parti politique-là est à la sorte du pouvoir. Dialoguer avec le pouvoir, je le dis tantôt, ce n'est pas travailler avec le pouvoir. Madame, quand vous dites que la CEI actuelle pose problème dans son fonctionnement, dans son organisation, et que vous allez à des élections, je m'interroge sur votre sincérité d'aller à des élections transparentes et de ne pas faire le jeu du pouvoir. Alors, voilà la réalité des faits. Alors, Madame, vous avez des représentants à la CEI et que vous ne leur demandez pas de sortir de cette institution que vous-même vous qualifiez d'illégale, madame, il y a un problème. Il y a un problème, selon vous. Alors, Paul Arnaud Bowie, vous êtes le 3e vice-président, le porte-parole d'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Merci d'être venu à Instant Vérité, donner ces explications sur vos choix et vos motivations politiques. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec Marco et Alex. Merci beaucoup, Gabriel Zani. Merci également à votre invité donc, qui a accepté de se prêter au jeu de Instant Vérité, la rubrique des Ivoiriens où les Ivoiriens veulent savoir et tout savoir. Vous êtes à Matin Bonheur. Attention, demain, mardi 30 octobre 2018, nous aurons sur ce plateau monsieur le procureur de la République, monsieur Richard Adou-Christophe, viendra parler spécialement des dérives sur Internet. Qu'est-ce que la loi dit exactement? Trop souvent, on assiste à des débordements, à des excès sur le net, avec bien sûr la diligence du garde des Sceaux. Monsieur le procureur de la République viendra sur ce plateau répondre à nos questions. Ce sera dans la thématique droit de ce mardi. Pub, on se retrouve juste après pour le dernier flash de cette émission. Bonjour à ceux qui nous prennent en marche. Bienvenue dans ce journal. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu haut la main président du Brésil avec plus de 55% des voix contre 44% à son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Cet ancien capitaine qui ne cache pas sa nostalgie pour les années de plomb de la dictature militaire a lui-même été victime d'une agression à l'arme blanche début septembre alors qu'il était en campagne dans l'état du Minas Gerais. Malgré ses dérapages racistes, misogynes et homophobes, Jair Bolsonaro a séduit des millions d'électeurs avec un discours sécuritaire qui a fait mouche. Le sort du charismatique président du club de football anglais de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprada, suscite dimanche des inquiétudes croissantes après le crash d'un hélicoptère la veille au soir près du stade de cette ville du centre de l'Angleterre. Le journaliste et animateur Philippe Gildas, animateur phare donc de nos confrères, chez nos confrères de Canal+, dans les années 90, est décédé. Il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans. Vous le voyez en image, c'est lui, Philippe Gildas, célèbre journaliste donc et animateur. Les femmes à l'assaut des mototaxis à Bangkok. À l'heure de pointe, seuls les mototaxis semblent pouvoir avancer dans les embouteillages de Bangkok. Cette institution thaïlandaise se féminise à grands pas avec maintenant près d'un tiers des femmes tenant le guidon. On regarde. À l'heure de pointe, Bangkok s'immobilise, ou presque. On les repère se faufilant dans les embouteillages avec leurs vestes oranges. Les mototaxis accueillent de plus en plus de femmes dans leur rang. Sur les 130 000 que compterait la ville, elle serait maintenant près d'un tiers. Il y a des accidents dans la rue, donc c'est un travail risqué. Je ne suis pas une gentille fille, je suis une fille dure qui aime faire de la moto. C'est pour ça que je fais ce métier. Certaines ont choisi de quitter leur usine et gagnent maintenant près de 2 fois plus, environ 20 € par jour. Mais c'est aussi la flexibilité du métier qui attire de plus en plus de candidates. En 14 ans, Somjit a même réussi à faire sa place comme chef d'une station de mototaxi.
Avant, je travaillais dans une usine. Et quand j'avais des problèmes, par exemple mon enfant qui tombait malade, c'était assez difficile de prendre des congés. Mon mari travaille déjà ici. C'est un boulot assez indépendant qu'on peut faire quand on veut. Une grande flexibilité, mais aussi un avantage sur leurs collègues masculins. De nombreuses clientes préfèrent avoir une femme aux commandes. L'apparence physique de certains hommes peut effrayer les passagers. Mais lorsque les femmes travaillent dans ce métier, notre image a l'air plus douce, pas aussi dure qu'avant. L'image est meilleure. Joindre une bande de mototaxis reste un sésame difficile à décrocher dans cette mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Nous allons terminer ce journal Inter avec un mot de sport, du football. Pas perturbé le moins du monde par l'absence de Lionel Messi. Le FC Barcelone a survolé le Classico face à un Real Madrid totalement absent, voire carrément inexistant. Nanti d'un Jordi Alba à la fois maître de son sujet et des velléités offensives de Gareth Bale. Le Barça s'offre un nouveau chapitre glorieux dans le grand livre des rivalités qui l'oppose au club de la capitale espagnol. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie d'Alix et Marcelin. Merci Hamza. Merci beaucoup Hamza. On vous retrouve dans la journée? Non, pas aujourd'hui. Bon repos alors. Ah oui, là il va profiter. Hein. J'ai eu dit au maquillage qu'il allait se reposer dans un endroit paradisiaque. Dites donc, vous avez des antennes un peu partout. Oui, hein. un lundi. On fera attention alors. Le lundi au soleil. Ça vous rappelle les chanteurs ça? Ah oui. Oui. Lequel? Non, Claude François. Alors parlons justement voilà, des chanteurs qui auront vécu et fait Georges Brassens, vous connaissez? Voilà. Oui, je connais. Georges Brassens? Oui. Une chanson de Georges Brassens. L'été indien? L'été indien? C'est Georges Brassens. Georges Brassens? Non, l'été indien, c'est plutôt celui qui est d'origine israélienne. On ira, oui. Tu voudras quand le nom m'échappe. Mais ce n'est pas Georges Brassens. Georges Brassens, c'était plus la poésie rurale. On peut le qualifier d'un artiste. Et vous avez une chanson de Georges Brassens vous ferez donner la chanson que j'ai n'est pas très homologuée pour le matin. Ah, d'accord. Oui, le matin. Parce un texte assez corrosif. Donc, je ne Alors, justement, Georges Brassens, on parle de lui. Il est décédé un 29 octobre 1981 et il aura fait de belles chansons pour le monde entier. Si je chante cette chanson, la réalisatrice en chef va serrer mon cou. Quand je pense à... Enfin, c'est une chanson que les gens... d'accord. Oh oui. Pauvre de moi. Alors, la France reconnaît l'Union soviétique. Ça fait partie de l'histoire. C'était un 29 octobre en 1924. Et puis aussi, grand moment d'humanité, de solidarité dans ce monde brutal. C'est la fondation de la Croix-Rouge le 29 octobre 1863. C'est un grand tournant pour l'humanité. La Croix-Rouge, ou appelée Croissant lunaire sur d'autres cieux, voilà cette institution-là qui œuvre dans l'accompagnement des plus vulnérables. Alors, Marco... C'est la journée mondiale du psoriasis. Vous connaissez? Oui, c'est une forme de plaque qui se trouve sur la peau. C'est irritable, malheureusement, c'est incurable. Mais il y a quelques petites astuces de grand-mère. On entend dire qu'avec le lait maternel, donc le lait d'une femme nourrice, on réussit à atténuer en tout cas son effet sur la peau. Donc, c'est vrai? Faudra... donc les femmes qui ont du lait peuvent... faudra s'attacher les services d'une maman nourrice pour s'en approvisionner. D'accord. Merci pour le filon. Merci pour l'information. Justement, parlant d'information, j'espère que vous avez votre contrat de travail à portée de main, parce que celui qui va venir dans quelques instants, avec lui, on va en parler en long et en large. Contrat de travail, le type, durée, clause. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de non-dits par rapport au contrat de travail. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Est-ce que le contrat est obligatoire? Est-ce qu'il est facultatif? Bref, autant de questions. Et je rappelle que vous pouvez nous poser toutes les questions, tant que ça va, bien sûr, dans le sens du thème, à travers nos démembrements sociaux Instagram, Twitter et puis Facebook. Vous êtes un matin bonheur, vous avez raison. À tout à l'heure. C'est quoi un contrat de travail? C'est un contrat qui lie l'employeur à son employé. C'est également un document qui permet d'établir les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé.
Ce document matérialisant le lien de subordination qui unit un employeur à un salarié a une valeur juridique forte. Il décrit la nature et les caractéristiques de la relation de travail et un cas de litige entre les parties. Et pourtant, bon nombre de salariés ne disposent pas de ce document ou ignorent son existence. Il n'y a pas eu de contrat, mais je travaille. On me paye normalement par mois. Pour le moment, on ne m'a pas encore contrat, mais sur le contrat. Elle est payée, elle dit un pas de contrat. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'elle est déclarée à la CNPS? Ok. Donc, elle n'aura pas de retraite lorsqu'elle va partir. Elle ne prépare pas sa retraite. Et quand elle est malade, est-ce qu'elle est payée pendant ses périodes de maladie? Or, si c'est un contrat de travail, pendant la période de maladie, vous êtes payé. Quand vous êtes en repos maladie, vous êtes payé. Mais aujourd'hui, le monsieur peut l'exploiter comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas en sécurité. Le contrat de travail n'est pas obligatoirement un document signé. Quand vous devrez exercer une activité avec un chef d'entreprise ou une société, il faut cela. Parce que vous pouvez vous engager maintenant et quand ce n'est pas écrit, quand il n'y a pas de document, donc on peut se perdre, la mémoire elle est fragile. Le contrat de travail peut être verbal, c'est possible. Mais si vous le faites de manière verbale et qu'il y a une période d'essai, l'inconvénient c'est que la période n'est pas sûre. Et c'est votre parole contre sa parole. Et c'est ça qui entraîne souvent les conflits. Donc il faut le faire par écrit ou bien par une lettre d'embauche qui donne tous les éléments et ça évite les conflits. Même si ce type d'accord n'est pas respectueux de la loi, il est très fréquent dans de nombreuses entreprises. Le contrat de travail non signé par l'employeur ne l'oblige à rien, mais peut l'exposer à des sanctions. Tu peux travailler 3 mois de service et on ne te donne pas un contrat de travail. On te fait attendre, 3 mois passent, souvent même 6 mois, et ça va même au-delà même de 6 mois. Quand vous ne donnez pas de contrat de travail, et comme je l'ai dit, vous saisissez la CNPS, qui revient dans l'entreprise, et qu'ils ont des preuves que ça fait 10 ans que vous êtes là, on redresse l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va payer ce qu'elle n'a pas voulu payer depuis 10 ans. La suspension de contrat de travail met fin à l'engagement entre l'employé et l'employeur. Il y a des périodes où le contrat est suspendu. Je prends le cas de congé de maternité. Le cas de congé de maternité, vous n'exercez plus l'activité, donc le contrat est suspendu. Mais en Côte d'Ivoire, le code de prévoyance sociale règle ce problème. Parce que pendant les congés de maternité, la CNPS se substitue à l'employeur pour vous payer tous vos droits, c'est-à-dire le salaire plus les avantages liés au salaire, pendant la période de l'exécution. Mais quand vous allez en congé annuel, pendant la période de congé annuel, vous n'exécutez plus l'activité. Donc le contrat est suspendu. Donc l'employeur ne paye pas le salaire. Donc pendant les congés annuels, pas de salaire parce que l'activité est suspendue. Mais ce n'est pas rompu. En Côte d'Ivoire, le Code de travail de 2015 s'engage résolument dans la lutte contre certaines formes de discrimination et renforce le contrôle de l'administration du travail. Alors, bonjour Monsieur Broutier. Bonjour Alice, bonjour Marco. Bonjour à vous, monsieur. Tout de suite, passez l'élément. Quel est votre commentaire? Alors, je dirais tout simplement que ce reportage souligne avec clarté les questions récurrentes qui trottent dans l'esprit de nos concitoyens. Et la première question qu'on pourrait se poser, à quel moment ou à partir de quel moment peut-on dire qu'il y a contrat du travail? Exactement. Et secondo, est-ce que l'écrit est une condition de validité du contrat du travail? Sinon, quelles en sont les conséquences? Donc, je pense que notre petite contribution va participer à lever sans doute un point de voile. Merci de nous faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de travail? Alors, je ne vais pas ressasser le discours juridique qui pourrait être inaccessible pour nos téléspectateurs. Je dirais tout simplement qu'il y a contrat de travail à partir du moment où un monsieur appelé Marcelin s'engage de façon libre à fournir une prestation de travail, à mettre sa compétence, son expertise à la disposition d'une personne appelée employeur, moyennant rémunération, tout en acceptant que cette personne lui donne des consignes, donc sous l'autorité hiérarchique de cette personne. Je poursuis pour dire qu'à partir de ce moment-là, il est de jurisprudence constante qu'il y a contrat de travail lorsqu'il y a 3 éléments. Donc ces éléments sont cumulatifs. Il y a d'abord la prestation du travail, ensuite la compensation qui est donc la rémunération, et puis enfin, vous avez le lien de subordination hiérarchique. Je précise bien que ces éléments doivent être cumulatifs. Ok. Donc figurer obligatoirement sur le contrat. Alors, quelles sont les obligations des parties
un contrat? Alors, le contrat de travail est un contrat dit bilatéral ou sylagmatique. Ça veut dire que c'est un contrat qui met à la charge des parties des obligations réciproques. Alors, il faut distinguer d'une part les obligations qui sont à la charge de l'employeur et d'autre part les obligations qui sont à la charge de l'employé. Alors, en ce qui concerne l'employeur, la première obligation qui a à sa charge, c'est de fournir le travail promis. Et ensuite, de rémunérer la personne dans les délais et conditions requises. Ensuite, la loi fait obligation à l'employeur de créer les conditions idoines. Donc, on va parler généralement des conditions QHSE, donc qualité, sécurité, hygiène, afin que le salarié travaille dans un environnement convivial. Enfin, on pourrait dire aussi que la troisième obligation qui incombe à l'employeur dans l'exécution du contrat du travail, lorsqu'il y a rupture, lorsqu'on se sépare, il faut toujours fournir au salarié un certificat de travail. Voilà pêle-mêle les obligations à la charge de l'employeur. Est-ce qu'il y a le droit de signer un contrat de travail? Alors, il faut avoir simplement ce qu'on appelle la capacité juridique. Alors, la capacité juridique, c'est être au moins majeur. Ou si on est mineur, avoir ce qu'on appelle la représentation légale. Parce que les mineurs peuvent travailler? Alors, si vous avez plus de 16 ans et que vous avez une représentation légale, parentale, exactement, vous avez l'autorisation parentale. L'autorisation parentale. En ce moment-là, sous certaines conditions, vous pouvez travailler parce que dans le code du travail ivoirien... Je rappelle que le travail des enfants est interdit. Hein, absolument, absolument. C'est pour cela que je dis, sous certaines conditions, il y a effectivement, par exemple, les apprentis peuvent travailler. Alors, je reviens sur le sujet pour préciser aussi les obligations du salarié. Alors, lorsque vous signez un contrat du travail, de la même manière que l'employeur est tenu de fournir la prestation de travail, vous devez exécuter de bonne foi le contrat de travail. Ensuite, vous devez vous soumettre au règlement intérieur, vous devez avoir ce qu'on appelle le droit de réserve ou ce qu'on appelle généralement... La clause de confidentialité. Voilà. Ensuite, il y a la clause de loyauté aussi qui fait que lorsque vous travaillez, par exemple, normalement à la RTI, vous êtes uniquement dédié à la RTI, vous n'êtes pas autorisé à aller... travailler, je ne vais pas citer une autre chaîne, mais voilà. Donc voilà, pêle-mêle les obligations des parties. Dans ce contrat-là aussi, il y a des clauses aussi. Il peut y avoir une clause de confidentialité, d'exclusivité, c'est-à-dire que vous travaillez sur une même chaîne, ou bien une clause de non-exclusivité qui vous permet de travailler d'une chaîne à l'autre. On en voit très souvent. Hein. Suivez mon regard. Alors, absolument. Alors, les journalistes, peut-être que vous avez un statut particulier, je ne sais pas. Mais attention, il ne faut pas confondre le contrat de consultance parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont freelance. Mais si vous prenez les entreprises, vous êtes astreint à l'exclusivité. C'est-à-dire, moi, je bosse pour une entreprise, je ne suis pas autorisé à aller mener la même activité ailleurs. C'est une clause... Donc, ça rentre dans le domaine des clauses interdites. Exactement, exactement. Ça serait une faute professionnelle que d'être embauché par une entreprise qui produit un produit de grande consommation et en même temps, vous êtes directeur marketing dans l'entreprise A et le dimanche, vous êtes directeur marketing dans l'entreprise B. C'est une faute lourde qui est susceptible de licenciement sans préavis. Alors, Monsieur Ebrotier, quels sont les différents types de contrats? On a parlé de durée, de clause, les différents types de contrats. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a principalement deux types de contrats du travail. Le premier contrat... Pourquoi en Côte d'Ivoire? Alors, parce que le pays a une spécificité, une incidence sur le contrat? Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, quand on parle de contrat de travail, on parle des droits, du droit du travail. Et le droit du travail est limité au territoire. Après, avec les convergences économiques... On a le BIT, quand même. Alors, oui, mais attention, le périmètre d'application du Code du travail, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je précise bien que... C'est régi par les lois les lois ivoiriennes, donc le décret, la convention coloniale, c'est ivoirien. Après... Et si le travailleur est dans nos pays? Alors, il y a des lois spécifiques, notamment la convergence avec l'OADA. Voilà, mais c'est des sujets extrêmement complexes. Donc, voilà. Alors, donc, ce dont je vais parler concerne la législation ivoirienne. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a principalement deux contrats de travail. Il y a le contrat à durée déterminée, qui fait l'objet d'une réglementation précise, et le contrat à durée indéterminée qui ne fait pas l'objet d'une législation particulière. D'accord. Hormis ces deux contrats-là, on n'a pas de contrat intermédiaire. Alors, il y a un débat doctrinal, de grands juristes qui disent que l'essai, donc la période d'essai, est un contrat. Est un contrat. Donc, mais ça reste un débat. Sinon, si vous prenez le contrat, le Code du travail, il est clairement stipulé que le contrat est conclu soit pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. On pourrait définir alors le contrat d'assistante technique dans quel domaine? Le contrat d'assistant technique, ça peut être la consultance. Donc, c'est un contrat, pour moi, c'est un contrat de consultance. Alors, il faut toujours revenir aux fondamentaux, aux critères. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut trois critères
cumulatif. Donc, vous parlez de contrat de consultance. Contrat d'assistante technique. Alors, donc, si la personne vous paye, si la personne vous donne des ordres et la personne, le troisième critère, et que vous fournissez du travail de façon cumulative, en ce moment-là, il y a contrat de travail. Mais par contre, si vous faites de l'assistance technique et que vous gardez votre liberté, c'est-à-dire vous ne dépendez pas directement de cet employeur-là en ce moment, on ne dira pas qu'il y a contrat de travail. Mais dans le premier volet, là, ça implique immédiatement ce qui doit suivre comme procédure pour muer vers d'autres contrats à durée on va dire indéterminé. Alors, ça dépend le CDI, mon prédécesseur, M. Joseph, l'avait dit, ça semblait être choquant. Le CDI n'a pas besoin de formalisme en particulier dans le reportage, on l'a vu. Le CDI peut être verbal ou oral. Après, il y a les incidences dont on peut en parler. Par contre, si c'est un CDD, généralement, ce sont les institutions internationales qui font les contrats de type assistance. Et c'est des CDD. Et dans ce cas-là, la loi oblige l'employeur a fourni un écrit. Donc, il faut un formalisme précis qui passe par l'écrit. Monsieur Ebrotier, quand on vous écoute, quand on vous entend, on se dit, ah oui, vraiment, mais sur le terrain, il y a énormément de dysfonctionnements. Absolument. Dites-moi, combien d'entreprises en Côte d'Ivoire reconnues par l'État peuvent vraiment se targuer, passez-moi l'expression, de respecter cela. Il y a beaucoup d'endroits de non-droit. Il y a des personnes qui sont dans l'entreprise depuis des années, sans contrat, même pas une écriture même qui évoque leur nom. Donc ce sont des entreprises connues, reconnues. Suivez mon regard, suivez nos regards. Absolument. Dans la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi ça existe ça? Alors, il faut dire aussi, il faut remonter un peu. Il faut remonter pour dire que le droit du travail lui-même a connu beaucoup d'évolutions. Et par le passé, avec la révolution industrielle, par exemple, on parlait du contrat de louage du service. Vous voyez, donc initialement, on ne parlait même pas de contrat du travail. Contrat de louage du service. Du service, voilà. On parlait de contrat de louage du service. Et en ce temps-là, le salarié était à la merci de son chef. Donc, vous travaillez, vous payez, point barre. C'est de l'esclavage, quoi. L'abus était au paroxysme. En griffe. Et il y a eu de grands auteurs qui ont travaillé sur le sujet, comme Karl Marx, comme Émile Zola, que vous connaissez sans doute. Alors, cela dit, pour revenir plus concrètement au sujet, effectivement, il y a le secteur informel qui est quand même beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Ensuite, le second problème, c'est qu'il y a un problème d'immaturité des pratiques de gestion administrative des ressources humaines dans certaines entreprises. Donc, parce que n'importe qui ne peut pas rédiger un contrat de travail. C'est soit un avocat, un responsable ressources humaines, un juriste d'entreprise, etc. Un homme de l'art. Un homme qui a les compétences ou l'expertise. Exactement. Donc, effectivement, on se rend compte que certains employeurs se donnent certaines libertés malheureusement condamnables. Mais en tout état de cause, le fait qu'il n'y ait pas de contrat de travail, le fait que votre nom ne soit pas mentionné quelque part, ne veut pas dire que vous n'êtes pas en contrat de travail. Monsieur Brotier, concrètement, combien de temps? Moi, je suis dans une entreprise, je n'ai pas encore signé de contrat. Je suis peut-être en stage. Combien de temps il faut obligatoirement pour que l'entreprise m'embauche? Et sinon, est-ce que l'entreprise est passible de poursuite? Alors, si oui, lesquelles? Alors, si vous êtes stagiaire, il y a deux types de stages à ce sujet. Il y a le stage école. Dans le stage école, vous passez 6 mois dans l'entreprise. Je précise que le stage école, ce n'est pas un contrat de travail. Absolument. Okay. Ensuite, 6 mois. Au-delà de 6 mois, un stagiaire école qui reste passe tacitement en CDI. Après, il y a le stage d'expérience professionnelle ou de qualification. La loi permet donc de renforcer l'expérience de certaines personnes qui ont le diplôme. En ce moment, la loi dit que tout stage cumulé, vous devez passer 12 mois. Au-delà de 12 mois, vous passez en CDI. Voilà. Alors, hormis ces 2 cas de stage, dès que vous rentrez dans l'entreprise, qu'on ne vous donne pas d'écrit, parce qu'un stage aujourd'hui doit être notifié par écrit. Si vous rentrez dans une entreprise, qu'on ne vous donne pas un écrit, vous considérez que vous êtes en CDI. Non, il faut venir comme ça, tu as resté là en attendant. C'est dans nos entreprises à l'africaine. Tu as resté là en attendant, et puis après, si quelqu'un s'en va, tu vas prendre sa place. C'est un peu le schéma. Et effectivement, c'est déplorable, mais si jamais le salarié saisit l'inspection du travail, l'employeur sera obligé de régulariser la situation ou de l'intégrer comme salarié. Alors, le salarié, comment fait-il la preuve de l'existence de son travail si le contrat n'est pas formalisé? On a entendu dans l'élément que le contrat peut être aussi verbal. Ah, OK. Alors, l'élégance du droit du travail, c'est que... voilà. J'apprécie. Oui, bien sûr. Alors, ou bien la subtilité, c'est que le contrat du travail se prouve par tous les moyens. Voilà. Donc, ça peut être un aveu, ça peut être... Tous les moyens légaux. Tous les moyens légaux, bien sûr. Merci de préciser. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, la loi donne la largesse aux salariés de démontrer qu'il est en contrat de travail.
en remplissant les 3 critères qui sont fondamentaux. Et je reviens dessus. Donc, vous démontrez d'abord que vous avez fourni une prestation du travail. Qu'en compensation de cette prestation du travail, il y a eu un salaire, une rémunération. Et enfin, il faut démontrer que vous étiez hiérarchiquement relié ou lié à votre employeur. Vous avez reçu des instructions. Des instructions fermes, voilà. Et que de façon formelle, vous êtes dans l'organigramme de l'entreprise. Voilà. Et avec ça, l'employeur n'a pas d'autre choix que de vous intégrer comme employé ou de vous licencier en vous payant vos droits. Voici les deux facettes. Et là, ce sont les recours en matière de conflit. Exactement, exactement. Monsieur Broutier, les yeux dans les yeux, comme m'a dit ma collègue Gabrielle Zani, les Ivoiriens veulent savoir, vous qui êtes versé, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que les sociétés en Côte d'Ivoire respectent la législation? Dites-nous la vérité, dites-nous tout. Est-ce que les travailleurs, au niveau contrat, votre sourire en dit long, déjà ça me donne une ébauche de réponse. J'avoue que je suis sincère. Honnêtement? Oui, je suis sincère. Alors, pour être franc avec vous, effectivement, il y a 2 secteurs en Côte d'Ivoire et c'est de notoriété publique. Il y a le secteur dit formel et le secteur dit informel. Non, là, on parle du secteur vraiment formel. Il y a des entreprises qui ont des noms ronflants, qui ont pignon sur rue, mais qui ont des stagiaires éternels. Alors, je partage mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait le secteur de la banque, j'ai fait le secteur industriel et aujourd'hui, je suis dans le secteur de la réparation navale. Et dans tous ces secteurs où je suis passé, banque, service ou industriel, les contrats sont formalisés. Cela s'explique simplement par le fait que ce sont des processus RH qui sont matures. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a la méconnaissance même de certains employeurs. Certains employeurs sont laissés pour compte. Ils ne sont même pas assistés. Alors que bon, le CPC donne des bons conseils. Il suffit même de contacter l'inspecteur du travail pour vous aider. Donc, en vous regardant dans les yeux, Marco, je vous réponds sans faux fuyant que dans le secteur formel, de façon générale, le contrat de travail est l'objet d'une procédure claire, mature et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Par contre, j'ai des réserves par rapport au secteur informel et j'aimerais inviter tout simplement tous les chefs d'entreprise du secteur informel à se faire assister d'avocats, de juristes ou de bons gestionnaires des ressources. Ça va peut-être vous étonner, mais le secteur informel est plus organisé dans ce domaine-là. Bah, franchement, parce que c'est le secteur dit formel où il y a beaucoup de flou. On se couvre du manteau d'une entreprise solide alors qu'à la base, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Enfin, je dis ça. D'accord, mais je peux vous assurer que les grandes entreprises, surtout les multinationales, ont des engagements qu'on appelle les engagements sociétaux qui font qu'ils s'engagent à respecter. Est-ce qu'il y a des vérifications sur le terrain? Bien sûr, bien sûr. Quel est l'organe qui est chargé de faire ces vérifications? Comment il procède? Bien sûr, bien sûr. Alors, le Code du travail donne la latitude, plein pouvoir à l'inspecteur du travail et des lois sociales de faire ce qu'on appelle des contrôles inopinés. Donc, ils ont plein pouvoir de rentrer, de débarquer dans une entreprise et puis vérifier que tout le monde a un contrat de travail. Mais ce n'est pas ça le sujet pour nous, responsables aux ressources humaines. Le vrai sujet, qui n'est pas un contrat de travail, ça veut dire simplement que la personne est en CDI. Donc, quand ils viennent, c'est pour généralement vérifier que bon, le registre de l'employeur est bien tenu. Il y a un registre de l'employeur qui répertorie tous les salariés. Ils viennent vérifier si tous les documents légaux sont là. Il y a aussi des contrôles aussi de la CNPS. Donc, il y a le contrôle de la CNPS, il y a le contrôle aussi de l'inspection du travail. Et ils ont le pouvoir aussi, un pouvoir, je dirais, coercitif. Alors, on va insister sur les clauses. Qui établit les clauses? C'est de concert? C'est imposable à l'employé? Ou c'est des discussions et ces champs? On peut les moduler au fur et à mesure? Mais ça dépend du secteur d'activité. Alors, le contrat du travail est un contrat dit bilatéral. Donc, normalement, les conditions, les clauses de ce contrat sont discutées. C'est pour ça qu'on lit d'abord avant de le signer. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de nouveaux salariés, généralement, sont très euphoriques. Il faut leur donner des conseils. Voilà, c'est le lieu de leur donner des conseils. Voilà, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais signer un contrat avant de le lire. Il faut prendre le temps pour le lire. Et donc, pour répondre à votre question, de façon générale, il y a des clauses standards. Donc, un contrat de travail comporte ce qu'on appelle des clauses standards. Donc, sur tous les contrats, vous allez voir, par exemple, l'intitulé du contrat, la désignation des parties. Ça, c'est fondamental. Voilà, la désignation partie entre M. Marcelin Gouveia et la RTI. Parce que le contrat, c'est fait toujours. Vous êtes sur moi. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Alors, donc, il y a la désignation des parties, il y a l'objet du contrat. On rappelle brièvement les tests applicables, dont notamment le Code du travail, la convention collective, le règlement intérieur, les décrets, etc., etc. Il y a la date de début ou la date de prise d'effet du contrat, le type de contrat, la classification et l'élément
essentiel pour terminer, c'est la rémunération. Ne jamais oublier. Ah, merci. Très important. Oui, le nerf de la guerre. Voilà, merci. C'est bien le nerf de la paix. Voilà. C'est bien de terminer comme ça. Merci. De terminer en parlant d'argent, c'est lundi motivation aussi d'une autre manière. Merci infiniment à vous, monsieur Odilon et Brottier, consultant. On sent que vraiment vous maîtrisez le sujet. Et hors antenne, vous allez me donner le nom de certaines entreprises qui ne respectent pas les contrats. C'est l'avantage d'avoir un contrat et d'être à la RTI et travailler pour vous chaque matin du lundi au vendredi dans Matin Bonheur. Allez, on vous souhaite tout simplement une bonne journée et un bon contrat avec la vie. Long à durer très indéterminé. Ciao, ciao. Allez, au revoir.